Hello, salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette mini vidéo, je vais vous expliquer les raisons principales pour lesquelles une entreprise, et ce, quelle que soit sa taille, a du mal à intégrer un système d'intelligence artificielle au cœur de son activité. L'idée véritablement pour moi ici, c'est de vous expliquer de manière très rapide mais succincte, avec une rigueur bien sûr, la raison, ou en tout cas deux ou trois raisons principales très clés pour lesquelles une entreprise, même les grandes entreprises, ont du mal à intégrer, par exemple, les solutions les solutions d'intelligence artificielle autour de l'ESI. Donc, le processus classique est toujours le même. Vous avez une entreprise, aujourd'hui, comme l'IA est déployée avec une vitesse assez très grande dans la société, dans quel que soit, de toute façon, les secteurs d'activité, vous avez donc des entreprises qui souhaitent se tourner sur des cas d'usage de l'IA dans leur cœur de métier. Comment? La question elle est simple. Comment, en tant qu'entreprise, je pourrais utiliser l'IA dans mon secteur d'activité pour avoir des produits innovants, des services encore beaucoup plus intéressants par rapport auparavant et bien évidemment prendre beaucoup plus de parts de marché. La question, voilà, elle est assez très concrète et donc simplement, ce qui se passe après, c'est qu'on tourne toujours à un désastre pour la plupart du temps. Alors, ce que je vous tiens ici comme discours, c'est ce que j'observe au quotidien lorsque je travaille avec des entreprises et d'autres clients. Je vois toujours les mêmes motifs qui reviennent. C'est la raison pour laquelle donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer en profondeur réellement ce qui se passe. Alors avant de continuer, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation et expert en intelligence artificielle. Je forme les personnes qui souhaitent se lancer dans l'IA à comprendre déjà les enjeux de la technologie et bien évidemment de savoir véritablement utiliser l'IA au quotidien, mettre la main dans le cambouis, aller voir ce qui se passe derrière pour pouvoir effectivement déployer des solutions intelligentes qui tournent autour des solutions d'intelligence artificielle telles que les grands modèles de langage. Alors, je vais me servir de ce tableau pour illustrer mon propos et donc on va commencer. Premièrement, donc, une entreprise qui souhaite utiliser par exemple une solution de type LLM, un grand modèle de langage, par exemple ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok, bref, vous avez compris. Donc on a aujourd'hui déjà des outils assez puissants, voilà, qu'on utilise au quotidien, que vous utilisez déjà au quotidien, même en entreprise, pour simplement faire par exemple des petites requêtes ou des prompts, parfois pas très bien structurés, mais dans tous les cas, vous avez déjà une idée bien précise de la puissance de ces outils. Maintenant, nous sommes une entreprise ou une organisation ou une entité ou une personne qui voudrait faire de l'IA un levier de croissance automatique au quotidien. Donc d'aller plus vite dans l'exécution de certaines tâches pénibles en fait, qui sont assez très répétitives. Donc l'idée vraiment c'est de mettre l'IA à bon escient, parce que il ne suffit pas simplement de dire je vais utiliser l'IA, non. Encore faudrait-il surtout savoir comment l'utiliser. Et là réside toute la question. Alors, une entreprise, avant de commencer, bien évidemment qu'une entreprise, la première raison principale, je dirais, c'est de définir concrètement le besoin. Donc, quel que soit ce que l'on souhaite développer, la manière par laquelle on va utiliser l'IA, etc., il sera toujours question de savoir pourquoi est-ce que j'utilise l'IA. Donc, c'est vraiment très banal, quoi, vous me direz. Mais dans tous les cas, on constate souvent que même au sein des grandes entreprises, au sein des grandes organisations, ce message n'est pas toujours très clair. Quand vous avez des équipes métiers qui souvent viennent vous voir et vous disent j'aimerais utiliser l'IA, j'aimerais utiliser ChatGPT. Mais pourquoi faire? Voilà, il faut poser la question derrière qui soit cohérente. Pourquoi faire? Pour évidemment être aligné, on comprend pas là derrière qu'il faudrait que ChatGPT soit utilisé pour être aligné avec le besoin de l'entreprise. Donc, première déjà, même si c'est assez classique, quels que soient les projets, on n'a pas attendu l'IA pour ça, définir correctement le besoin. Admettons maintenant que le besoin soit très bien défini. Qu'est-ce qui se passe? Donc en général, on va prendre le cas le plus classique. On va intégrer un LLM. Pourquoi? Parce que par exemple, on voudrait que donc les tâches les plus répétitives, on va par exemple prendre le secteur où on a le service client.
par exemple. Vous savez, quand vous appelez le service client sur pour une question pour que ce soit votre abonnement Internet ou sur votre assurance voiture, etc. En général, vous tombez sur un serveur qui vous répond, appuyez sur la touche 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est un robot derrière, c'est pas assez bien structuré et souvent ça vous agace parce que vous restez au bout de la ligne plusieurs fois avant d'avoir un humain qui vous répond. Maintenant, imaginez que on fait la même chose, mais derrière, c'est une IA qui répond correctement, comme si vous étiez tout de suite entré en discussion avec un humain. Ça, véritablement, c'est un game changer. Alors, il y en a certaines entreprises qui réussissent à mettre ce genre de système sur pied. C'est une minorité. Et la grande majorité, d'où pourquoi je fais cette vidéo, la grande majorité peine encore à intégrer cette capacité. C'est une capacité que l'IA possède à pouvoir gérer ce genre de cas. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Alors, donc le besoin étant défini, je viens de vous prendre un cas assez très typique et répandu de ce que l'IA permet au quotidien en tant qu'entité ou entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, etc. Donc, première chose, l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, il interagit avec une interface que vous avez mis à sa disposition. Donc, une interface, une page web où il peut faire appel à votre service client au bout de la ligne. Donc, l'utilisateur, le voici, il interagit là. Donc, en général, l'utilisateur, sur cette interface-ci, il utilise son clavier pour entrer sa demande. Il utilise son clavier pour entrer sa demande. Une requête, une question ou un prompt. OK? Ici, on va dire prompt plus question. Qu'est-ce qui se passe? Derrière maintenant, on le sait très bien, c'est assez classique. On récupère la question ou le prompt de l'utilisateur que l'on envoie à notre serveur qui tourne en background. OK? Jusque-là, c'est assez classique. Maintenant, ici, on voudrait que donc le serveur, lui, va se charger bien évidemment à dispatcher de manière correcte la demande de l'utilisateur pour que cette demande puisse être répondue, satisfaite. Voilà. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que, plutôt que d'attendre quelqu'un au bout de la ligne, au bout de 5-6 minutes, voire plus, on voudrait qu'une IA se charge de répondre à la demande de l'utilisateur. OK? Donc, on va dire, on voudrait que cette requête-là, donc le serveur l'envoie à un outil, un LLM tel que ChatGPT. Donc, je mets ChatGPT, ça peut être valable, Claude chez Anthropic, hein, Gemini, chez Google, bref, Grok, etc. OK? Donc, on va dire ça, c'est un LLM, notre IA, notre solution IA. La solution IA que vous avez choisie. OK? Vous faites votre choix. OpenAI, etc. Donc, là, on a ici 1, 2, 3. Maintenant, une fois la requête, le prompt envoyé ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette requête-ci, il faudrait qu'elle soit traitée, puisqu'elle arrive ici au niveau de ChatGPT, au niveau de votre modèle, votre grand modèle de langage que vous avez choisi. Ce qu'il faudra maintenant, c'est quoi? C'est que ce grand modèle de langage doit aller chercher, trouver le bon contexte d'information avant de répondre à l'utilisateur. C'est très essentiel. C'est le cœur vraiment de ce genre de système. C'est que on ne va pas juste en fait utiliser par exemple ChatGPT comme vous utilisez aujourd'hui, puisque vous êtes une entreprise ou une entité, un système. Donc votre système d'information qui intègre une solution d'intelligence artificielle de type ChatGPT, Claude, etc. doit pouvoir vous connaître. Et vous connaître en tant qu'entreprise, c'est comprendre votre contexte métier, dans quel secteur d'activité vous vous trouvez, quel est le vocabulaire dans lequel vous exercez, d'accord? Une entreprise qui exerce dans le nucléaire ou dans le BTP, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on ne peut pas juste prendre ChatGPT au quotidien
et s'arrêter là pour donner des réponses à l'utilisateur. C'est assez évident, mais je préfère insister là-dessus. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que au préalable, vous allez mettre, alors avec vos équipes techniques, les équipes de machine learning, voilà, les développeurs, etc., les équipes techniques de manière plus globale, une base de données ici, d'accord, une base de données ici, une database. Alors, mais pas une base de données classique avec les colonnes lignes que nous avons aujourd'hui, d'accord? C'est une base de données ici vectorielle. Alors, une base de données vectorielle, c'est une base de données dont les données à l'intérieur sont des données, sont des vecteurs. On stocke des vecteurs ici à l'intérieur. Je reviendrai sur cette notion-là plus tard. Donc, comprenez que ici, vous devrez mettre en fait une base de données vectorielle. Dans cette base de données vectorielle, vous avez quoi? Vous avez tout le vocabulaire de votre entreprise, tout le champ de périmètre, de compréhension de votre contexte. D'accord? Par exemple, si on prend un service client qui résout des incidents au quotidien, cette équipe en question reçoit donc en général une certaine classification du type d'incident, voilà, et souvent on retrouve en fonction de la classification les patterns de réponses assez similaires. Ces cas-là vont faire partie des données qui vont servir de l'entraînement à votre propre modèle d'IA miniature pour pouvoir être intégré ici dans cette base de données vectorielle. C'est la raison pour laquelle ici, c'est une base de données donc vectorielle qu'il faut choisir à bon escient. Maintenant, alors, je vais revenir, mais il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, c'est ici en fait que se trouve le contexte de l'entreprise. On va dire le contexte, le vocabulaire. Donc, le contexte, le vocabulaire, en fait, c'est votre moi, on va plus directement, votre moi numérique. Parce que vous avez ici toutes les données nécessaires, exhaustives et importantes à votre compréhension globale. Donc, ce qui se passe maintenant ici, c'est qu'une fois le serveur ayant envoyé la requête ici, donc ici on fait appel ici à une API du fournisseur, donc une API de OpenAI par exemple. Donc c'est une API de OpenAI que l'on récupère, qui envoie la requête ici. Ok. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est quoi? C'est arrivé ici, donc au niveau de ChatGPT, de OpenAI, on va interroger votre base de données vectorielle, bien évidemment, puisque c'est là où se trouve votre contexte, votre vocabulaire. C'est vous, en fait, en tant qu'entreprise, mais sous forme de vecteurs. Alors, en général, c'est des millions et voire des milliards de vecteurs. Plus on en a, mieux c'est, parce que cela voudrait dire que les équipes de machine learning qui s'occupent en général, voilà, les data centers, les data scientists, etc., ont bien fait le travail pour pouvoir intégrer toutes les données nécessaires à votre vocabulaire, à votre entreprise, à votre contexte. Donc, le modèle maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller interroger ces données-là, ici, là, dans cette base de données vectorielle. D'accord? Je vous ai dit ici, nous avons des millions, voire des milliards de vecteurs, donc de données. Voilà, millions, voire milliards. Ok? C'est une base de données vectorielle assez gigantesque, assez vaste. Donc on arrive là. Vous allez maintenant me dire, qu'est-ce qui se passe ici? Vous imaginez bien que si on a des millions et voire des milliards de vecteurs, on ne peut pas juste arriver là et s'hasarder, aller au hasard, chercher l'information. Il faut un moyen standardisé, un processus canonique qui va nous permettre, à chaque fois que le serveur, à partir d'une API du fournisseur qui met la solution d'intelligence artificielle, le modèle fondamental, donc ChatGPT, Claude, etc., il faudrait que
une fois la demande récupérée, on est envoyé au niveau de la base de données vectorielle, qui est ici, dans cette base de données vectorielle, où nous avons des millions et des milliards de vecteurs, donc de données, que l'on puisse trouver la bonne donnée qui correspond, évidemment, à la question au prompt de l'utilisateur. Donc c'est là où ici, maintenant, va entrer en jeu deux éléments très importants, d'accord, mais de manière corrélée. Hein. Dans l'ordre, vous allez devoir utiliser un algorithme de recherche vectorielle. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, mais l'un des plus utilisés, je vous renvoie à l'algo HLSW. Donc, H en anglais, c'est la recherche, bon, je traduis en français, hein, la recherche hiérarchique par une navigation en petit monde. Donc, ici, on va pouvoir en fait avoir, c'est une structure de données qui organise ici votre base de données vectorielle de manière structurée. Donc de manière à ce que à chaque fois que donc le modèle récupère la requête de l'utilisateur et en utilisant cette structure de données, qu'ici dans la base de données vectorielle, la recherche soit plus facile, plus rapide et voilà, directement indexable en fait pour trouver cette bonne réponse là qui correspond à la requête de l'utilisateur. Voilà, donc je vous ai dit deux éléments importants. Donc premièrement, il y a la structure de données qui va porter la structure de recherche au sein de la base de données. Mais ce n'est pas tout. Il y a en plus de ça, vous allez devoir rajouter la notion de vecteur vectoriel, un vecteur de recherche indexé. Donc, vecteur indexé. Donc, c'est un vecteur qui va servir, comme son nom l'indique, hein, un vecteur qui va porter, à partir de cette structure de données, la bonne indexation de l'information ici au niveau de votre base de données vectorielle. Voilà donc les deux éléments importants qui vont constituer le fait que, pour un système très bien structuré, à chaque fois que l'utilisateur va poser prendre sa question, que le modèle classique, donc ChatGPT, chez OpenAI, Claude chez Anthropic, va être capable de récupérer votre bonne information ici selon votre contexte. Et donc, récupérer par la suite, donc renvoyer au serveur cette réponse, enfin, le contexte, donc la donnée contextuelle, donc celle qui vraiment encadre la question et le point de l'utilisateur. Vous prenez par exemple une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, à chaque fois, si vous regardez toujours en bas de page, vous avez des clauses de non-remboursement, dans quel cadre la compagnie doit rembourser ou ne pas rembourser. De toute façon, vous avez donc des contraintes, des conditions générales de vente, etc. Donc, imaginons qu'un utilisateur pose la question de savoir, je n'ai pas réussi à prendre mon vol d'avion, je suis parti à telle heure, etc. pour des raisons d'annulation, j'aimerais être remboursé. Donc ici, dans cette base de données vectorielle, nous avons, si l'entreprise en question, Air France ou la compagnie, d'autres compagnies, etc., bref, je ne fais pas de publicité, sans jeu de mots d'ailleurs, si la compagnie d'assurance ou la compagnie ayant vendu le billet d'avion à l'utilisateur, si les équipes au sein de cette entreprise-là ont bien fait le travail, ici devra se trouver dans l'ensemble des documents que l'entreprise dispose pour pouvoir encadrer ces conditions générales de vente, devra se trouver toutes les clauses qui répondent à la question de l'utilisateur. Et à chaque fois donc que l'utilisateur posera, ou un utilisateur posera une question en liaison, en relation avec le remboursement de son billet d'avion, il faudrait donc ici que ce vecteur, cet algorithme et ce vecteur puissent renvoyer au serveur toutes les conditions en relation avec le remboursement d'un billet d'avion. Toute la difficulté se trouve ici. Je dis bien toutes les conditions en relation avec la question de l'utilisateur. Donc,
si on prend par exemple deux conditions de vente et qu'on en oublie une ou voire plusieurs, ce n'est pas suffisant parce que ça voudrait dire que le modèle ici, parce que vous aurez mal configuré donc l'algorithme et le vecteur, vous risquez de mettre votre entreprise véritablement en danger parce que le web service, la réponse que l'utilisateur va avoir, ce sera une réponse incomplète. Et à partir de ce cas-là, en fonction, donc là c'est un cas très typique, par rapport à votre secteur d'activité, à votre business model, vous risquez de vous faire attaquer en justice par des utilisateurs. Là, je vous ai pris des cas, par exemple un cas très bien typique dans l'annulation billet d'avion, remboursement, etc. Mais ça peut être par exemple dans le domaine médical, un domaine assez critique. Un utilisateur, si on met sur pied une IA qui est capable ou qui doit être capable de répondre à l'utilisateur en fonction de sa maladie ou d'une certaine maladie ou des causes qu'il souhaiterait avoir concernant une maladie éventuelle. Si vous dites que vous allez mettre en place une IA là-dessus, assurez-vous à chaque fois de pouvoir bien contextualiser, donc déjà bien enrichir votre base de données vectorielle et pour que justement le vecteur ici soit bien configuré pour récupérer tout le contexte nécessaire à la réponse de l'utilisateur. Bon bref, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Donc une fois donc la donnée contextuelle récupérée ici, ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Il faut maintenant revenir. Avant d'afficher, donc on va répondre à l'utilisateur. On va renvoyer, donc le serveur va prendre cette requête-là, revenir ici au niveau du modèle, qui va pouvoir apporter une réponse. Alors ici, vous aurez mis un web service, hein, d'accord. Alors un web service, mais qui aura une interface utilisateur. Donc on va dire plutôt un web UI, ok. Donc une interface de type ChatGPT, mais propre à vous, d'accord. Voilà donc comment l'utilisateur va avoir sa réponse. Après, maintenant, on pourra sauvegarder cette réponse quelque part pour optimiser la base de données vectorielle pour les prochaines requêtes. Si les prochains utilisateurs viennent poser les mêmes questions, ce serait mieux de sauvegarder ici les échanges de conversation. Ok? Et là, maintenant, vous pouvez utiliser ici une base de données classique. Donc, une base de données traditionnelle. Ok? Voilà donc ce qui constitue réellement. Alors, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, c'est le modèle RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Donc, on fait évidemment ici, l'idée c'est de constamment taper dans le corpus documentaire, donc ici la base de données vectorielle de l'entreprise en question, pour apporter des réponses contextualisées, très bien structurées par rapport au business model à l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est véritablement ce qu'il faudra comprendre pour pouvoir mettre sur pied un vrai système d'intelligence artificielle. Ici, je ne vous ai pas précisé deux éléments à savoir, c'est que la première flèche, lorsque vous faites appel au modèle classique, donc au LLM ChatGPT, vous allez communiquer, donc cette API en premier lieu que vous allez récupérer chez le fournisseur, donc chez OpenAI ou chez Anthropic, vous allez communiquer d'abord avec le modèle d'embedding. Alors c'est un peu un mot en anglais technique pour dire simplement encore, pour dire en fait que la requête de l'utilisateur va être convertie dans un premier temps sous forme de vecteur. Un vecteur, je l'ai déjà montré quelque part, c'est une suite de chiffres, ok? -1. Alors en généralement vous allez plutôt voir ici. Donc vous allez avoir -0,5, -0,7, plus 0,1, etc., etc. Mais bien sûr, il y a une limite. Donc, première chose qui se passe ici, le modèle va convertir la requête de l'utilisateur, donc à travers l'API, sous forme de vecteur
Et sous forme de vecteur, vous allez donc avoir ici un modèle d'embedding pour dire en fait encapsulation de la requête de l'utilisateur sous forme de vecteur. Et la dimension du vecteur va indiquer la puissance du modèle d'embedding du fournisseur. Parce que en général, donc, chez OpenAI, à la sortie pour GPT 3 ou 4, on était à 1500 dimensions. Donc 1500 composantes pour un vecteur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chez OpenAI, ils estiment, ils certifient que l'entraînement de leur modèle d'embedding, il est capable de comprendre en fait d'un point de vue sémantique tous les vecteurs, tous les textes avec une puissance assez grande au point évidemment d'avoir donc 1500 composantes. Plus on en a de composantes, plus un modèle, bien sûr il y a une première chose, plus un modèle d'embedding a beaucoup plus de composantes, cela voudrait dire que le modèle d'embedding est puissant parce qu'il est capable de faire des corrélations assez rapides entre les vecteurs. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une question d'optimisation. Mais on parle de cet esprit-là. Et deuxième chose, il y a donc le modèle d'embedding. On va dire ceci. Bon, je vais effacer ça. Ça, c'est ce que vous rencontrez en premier lieu en discutant avec le modèle du fournisseur. Ensuite, ce modèle d'embedding-là, vous convertit la requête de l'utilisateur sous forme de vecteur. Donc, quel que soit ce que l'utilisateur tapait en langage naturel, bien évidemment, arrivé ici, il rencontre dans le modèle, donc le premier composant, le modèle d'embedding, qui se charge de faire quoi? Qui se charge de convertir la requête de l'utilisateur sous forme de vecteur numérique. Maintenant, ce vecteur numérique, que va-t-on faire de lui? On va utiliser évidemment ce que je vous ai dit ici, l'algorithme H, par un des algorithmes de recherche vectorielle, HLSW, qui est assez très puissant, et une structure de données de recherche vectorielle, un vecteur indexé, qui va récupérer ce vecteur numérique, d'accord, avec quoi? Avec les métadonnées, par exemple, de votre métadonnées, de votre entreprise, de votre vocabulaire, d'accord? Et dans cet algorithme ici, il y a certaines précisions pour l'instant qui ne sont pas si très nécessaires de détailler, mais généralement c'est ce qui va se passer, puisque ici évidemment vous allez devoir spécifier par quel type de méthode vous faites de la recherche vectorielle. Est-ce que vous faites de la distance cosinus ou de la recherche en fait simplement par similarité. Voilà, donc la distance avec évidemment la distance euclidienne en mathématiques, d'accord, entre vecteurs, ok. Alors pour rappel, hein, le produit scalaire entre deux vecteurs A scalaire B, c'est le produit, la norme de A, norme de B, cosinus de l'angle entre A et B, ok. Donc soit nous avons ici, on va, une fois arrivé dans cette base de données vectorielle, je vous ai dit, elle a été décomposée, elle a été bien structurée. Je parle de ce principe-là que vos équipes techniques, machine learning, data scientists, etc. et AI engineers, d'accord, vos ingénieurs IA. Ici se trouvent des points comme ceci. Ici se trouvent des points. Donc ici, nous avons un espace vectoriel. Donc, souvenez-vous, j'ai dit base de données vectorielle parce que mathématiquement, d'un point de vue mathématique, vous avez des vecteurs, donc des points, des vecteurs, donc des points projetés dans un espace vectoriel. Et là, vous avez des millions de points et voire des milliards en fonction des entreprises et des contextes. D'où pourquoi ce vecteur-ci, ici, c'est un point d'un point de vue mathématique, au niveau de notre base de données vectorielle. La raison pour laquelle maintenant on structure bien un algorithme de recherche et un vecteur, c'est parce que cette structure de données va nous permettre directement, imaginons que la réponse que l'utilisateur a posée en entrée, dans la base de données vectorielle, elle se trouve ici. Ok? Voici la réponse qu'on voudrait avoir. Mais comme nous en avons des millions de points, voire des milliards,
l'algo ne va pas, on ne voudrait pas en tout cas que l'algo passe son temps à chercher de point en point, de tester tous les points, d'accord, pour s'en assurer que c'est ce point-ci qui est le bon point à récupérer. On va perdre un temps fou, donc ça c'est pas possible, d'accord. D'où pourquoi on utilise une structure de vecteur voilà, je ne vais pas répéter, bien structurée, j'allais dire une tautologie, mais bien alignée pour directement, une fois arrivé dans cette base de données vectorielle, savoir que voici le bon point à récupérer. Alors, ça c'est les techniques mathématiques, comme je vous ai dit. Soit on utilise évidemment donc, la notion de distance euclidienne ou la similarité par cosinus, parce qu'évidemment on pourra facilement comparer entre ce point-ci et ce point. Par rapport à ce point, on va regarder quels sont par exemple les angles entre les points. Si on prend la méthode de similarité cosinus, pour éviter évidemment d'aller comparer point par point. Le but c'est que le point qui fait en sorte qu'on a un cosinus très faible prouve que on est toujours dans un cadre approximatif, hein, puisqu'on fait de la recherche sémantique. Donc, alors, si on tombe évidemment dans l'exactitude du point, tant mieux, mais de manière générale, puisque OpenAI a bien entraîné le GPT, donc la structure des transformeurs, d'accord. Alors, le P, c'est pour indiquer le pré-entraînement, donc la phase de pré-entraînement, mais un entraînement déjà bien abouti et un modèle que OpenAI certifie ayant rencontré plein de disciplines assez variées. Ce qui fait que votre modèle plus cette structure de données est capable d'aller indexer rapidement, je le précise bien, c'est à dessein, je fais exprès, rapidement ce point ici, en faisant quoi? En se positionnant par rapport au point, au voisinage de la bonne réponse, d'accord? Où on voit exactement sur le point exact qui correspond à quoi? À la clause de conditions générales de vente, de remboursement, par exemple, de l'annulation, en cas d'annulation d'un vol, d'un billet d'avion. Voilà ce qui fait donc que tout ce que je vous ai présenté là, ici, on récupère donc la donnée contextuelle. Ici, c'est ça qui forme la donnée contextuelle. Et une fois cette donnée contextuelle récupérée, donc c'est le contexte qui va servir de support pour, ici, donc je vous ai dit, première composante, premier module que l'on retrouve ici, le modèle d'embedding. Cette donnée contextuelle va être renvoyée encore ici chez ChatGPT. Là, vous allez avoir encore un deuxième module qui est cette fois-ci le modèle propre de génération de réponses. Ici, par exemple, vous avez donc, vous avez peut-être dû rencontrer GPT Turbo, alors la version 4, par exemple, de ChatGPT, version 3, 3.5, etc. C'est ça ici, en fait, c'est ce moteur de génération. Donc, c'est ce moteur de génération ici qui va s'en charger de répondre, donc de générer une réponse bien formulée, d'accord? Bien formulée. C'est cette réponse formulée qui est renvoyée, évidemment, donc à l'interface web ici, et l'utilisateur obtient sa réponse bien écrite. Donc, il a l'impression d'avoir discuté avec un humain, d'avoir échangé de manière naturelle avec un humain. Voilà ce qui fonde véritablement un vrai système d'intelligence artificielle. On fait la même chose. Là, je vous ai présenté le cas en intégrant un LLM de type donc ChatGPT, Gemini, etc. Mais vous remplacez le LLM par également les modèles vocaux, donc capables de répondre vocalement, le modèle de génération d'images, Midjourney par exemple. Donc texte, son, image et quoi d'autre? Donc texte, son, image et vocal. D'accord?
Ah bon, son, j'ai dit, ouais, vidéo, autant pour moi. Donc, voici ce qui fonde réellement. Si vous avez compris ça, vous avez compris les bases d'intégration d'un système d'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, au sein de votre SI. Donc, après, le fait de sauvegarder certaines conversations, c'est pour évidemment pour des raisons d'architecture. Les architectes sont assez très bien aguerris là-dessus pour mettre un système de cache pour évidemment ne pas solliciter la base de données constamment si les réponses auparavant ont déjà été satisfaites. Voilà. Et les questions auparavant ont déjà été satisfaites. Voici donc ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour répondre véritablement à l'intégration réussie, je précise bien, une intégration bien structurée d'un système d'intelligence artificielle au sein de votre SI de manière générale. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.